Il est de ces hommes dont le parcours raconte bien plus qu'une carrière. Une époque, une région, un idéal de service public. Idani Boniface, figure discrète mais incontournable de la région de l'Est du Burkina Faso, a dédié toute sa vie à l'éducation, à l'État et à la transmission. Né au cœur du Goulmou, il gravit un à un les échelons du monde éducatif, depuis des salles de classe où il enseigne avec passion, jusqu'aux plus hautes fonctions administratives, chef de circonscription, directeur provincial, directeur régional de l'enseignement, directeur général de l'École nationale des enseignants du primaire, de FADA, puis médiateur du Faso. Il aura été à la croisée des chemins entre le citoyen et l'État, entre la parole et l'écoute, entre le passé et l'avenir. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de sa mémoire, une mémoire vivante de l'État, de ses combats et de ses espoirs. Dans un contexte où la transmission devient un enjeu vital, nous allons avec lui retracer une vie au service du savoir et de la justice sociale. Monsieur Idani, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Merci bien. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes pour les jeunes qui ne vous connaissent pas encore? Bon, je m'appelle Idani Boama Boniface. Je suis à la retraite. Je suis à ma 17e année de retraite. Dieu merci, je me porte bien. Et je suis né à Ouaïgouya. Je suis l'aîné d'une famille de 12 enfants. Et tout ce que vous avez dit, c'est juste. J'ai fait mon école ici à Fada, de 56 à 62. Après, le certificat est l'entrée en 6e. J'ai été et m'a envoyé au collège Saint-Joseph de Moukassa de Koudougou. Voilà. C'est là que j'ai évolué. Abdoulaye Idani, qui est toujours vivant aujourd'hui, celui qui me remorquait, avec mon petit frère Seydou Idani. Et voilà, on venait à l'école. Bon, on travaillait, on ne savait pas pourquoi on travaillait. À l'époque, on travaillait pour faire plaisir aux parents. C'était un devoir. Voilà, ça a été comme ça, un parcours sans redoublement. Et quand j'ai été à Moukassa, donc après, mon papa m'a dit, comme j'ai des petits frères, Seydou et Omar qui sont brillants, qui arrivent, si moi je pouvais aller travailler, et il n'y a pas de problème. À l'époque, non, c'est ce que les parents disaient, non, je suivais. Effectivement, j'ai arrêté mes études. Bon, il m'a envoyé au Niger. J'ai été au Niger chez mon oncle, Boubacar Idani, qui est décédé aujourd'hui. Et il avait un ami malien qui était le directeur régional la commission, la maison de la commission économique de l'Afrique à Niamey. Donc j'ai été embauché là-bas, voilà, à la maison de l'Afrique à Niamey. Donc j'y travaillais. Et j'allais souvent pendant les week-ends voir un cousin qu'on appelait Augustin Woba. Et quand j'allais, je voyais qu'il était assis, il corrigeait les cahiers, il préparait. Bon. Chaque fois, bon, j'ai pris goût, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, que lui, l'enseignant, bon, c'est bien. Ah, les enfants venaient le saluer, et tout ça.
Donc, la rentrée qui suivait, eh ben, j'ai déposé mon dossier et j'ai été recruté comme enseignant. Voilà. Au Niger, là. Au Niger. J'ai été recruté comme enseignant. On m'a envoyé à Dolbel, vers Terra. Donc, de Dolbel, je suis revenu. On m'a affecté à Ouaga, à l'école Canada. Je me suis marié en 1969. Donc, ça a évolué comme ça. Ensuite, j'ai servi tyrosine au nord. Mon papa était vieillissant. Il m'a dit, bon, tu es mon premier fils, il faut revenir en Haute-Volta. J'ai dit, ok. Donc, j'ai fait mon dossier, j'ai envoyé. On m'a recruté comme à l'époque instituteur, adjoint certifié, comme on le dit aujourd'hui. Et on m'a affecté à Diapangou le 1er octobre 1975. Et le 23 octobre, mourait mon papa. Donc, ils étaient des visionnaires. Les vieux d'avant, ça s'est passé comme ça. Donc, je suis resté. J'ai enseigné à Diapangou, ensuite à Diabo. Bon, entre-temps, j'étais devenu instituteur certifié avec le CAP. J'étais à Ouagadougou, m'a affecté à Ouagadougou. En quelle année? À Ouaga, c'était en 82. Après, il y a eu la révolution. Hop. Il faut dire aussi qu'en tant qu'enseignant, je me frottais aux idées progressistes. J'étais dans des groupes de réflexion et tout ça. Et la révolution est venue. On était CDR. Et je ne sais pas, c'est toujours les autorités qui choisissent. Hein. On m'a dit si je peux venir au secrétaire national de CDR. Je dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc on m'a nommé responsable national à la formation politique et idéologique, chargé d'un mouvement pionnier au secrétaire national de CDR. J'étais chargé de faire des documents. Alors, pour la petite histoire, au lancement du mouvement pionnier, il fallait trouver un cri de guerre. C'est-à-dire que le début du mouvement pionnier. Ça devait être lancé par le camarade capitaine Thomas Sankara. Et bon, on a réfléchi jusqu'au jour où on n'avait pas trouvé la formule. Et puis il y a une idée qui est venue dans ma tête. J'ai écrit « Oser lutter, savoir vaincre ». J'ai été soumettre cela à Madou Traoré, qui était mon responsable au secrétaire national de CDR. Il a trouvé que vraiment la formule était lumineuse. Il a fait remonter cela au capitaine Pierre Ouedraogo, qui a fait remonter cela au capitaine Sankara. Comme ça, dans quelques heures. Et ils ont adopté, donc le cri de guerre du mouvement pionnier, c'était maintenant oser lutter, savoir vaincre. Oser lutter, savoir vaincre. Et voilà. Ça existe toujours, les gens continuent. Voilà, ça donc, voilà. Et après, on m'a envoyé, la révolution m'a envoyé à l'école supérieure du parti, à Tachkent, en Ouzbékistan, pour une formation politique et idéologique. Et après cela aussi à l'école des cadres de la jeunesse, à Moscou. Donc vraiment, j'ai bénéficié de la révolution, une formation solide, puis j'ai rédacté mon diplôme.
Nous sommes rentrés ici en août 87 pour lancer les activités. Et le 15 octobre 87, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Donc la révolution étant tombée, vous savez bien ceux qui étaient vraiment engagés, automatiquement, on m'a remis à mon ministère. Avec quelques inquiétudes. Bon. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Après ça, j'ai fait l'école, on m'a envoyé comme inspecteur de l'enseignement à Tambaga. Donc à la Tapua là-bas. Loin, loin. Je suis parti avec mon baluchon, j'ai laissé la famille à Ouaga. J'ai servi là-bas en tant qu'inspecteur pendant 3 ans. Je me rappelle même que mon voisin et ami, qui était Bauro Sédou, qui était ministre de l'enseignement de base, il est venu un jour à Tambaga pour me voir, il est avec son chauffeur. Ça veut dire quoi? Il avait une activité à Diapaga et après il a profité pour venir me voir. Il m'a trouvé vraiment à l'aise. Il m'a dit, mais Idani, il m'a dit, là-bas, mais je vois que tu es épanoui. Il dit, je me rappelle la formule que j'ai dite ce jour-là. Il dit, vous avez pris un crapaud qui était sous le canari, vous l'avez jeté par-dessus la palissade, il est allé tomber dans un marigot. Bon, après il est rentré à Ouaga. Là-bas, il n'y a pas de radio à l'époque. Et quelqu'un m'a téléphoné pour dire que non, que j'ai été nommé directeur provincial de l'enseignement de base et de l'alphabétisation du Gourma et de la Komangari. Comme ça. Hop, je suis venu à Fada, effectivement. À l'époque, on l'appelait DPBA, du Gourma et de la Komangari. Et on a beaucoup travaillé, surtout à la Komangari, parce qu'à l'époque, à la Komangari, quand on nommait, il n'y avait que 4 écoles. Donc, avec le chef actuel de Bogandé, qu'on l'appelait Lankondé Folga, qui était mon responsable pour les études. Donc, nous avons, avec l'UNICEF, on avait un projet de construire des écoles satellites dans la Komangari. Et c'est lui qu'on j'ai envoyé pour faire les études monographiques. On quittait Fada, on allait à la Komangari à moto, Vautouri, Barchebougou, etc., etc. Donc on a construit des écoles satellites qui étaient des écoles où les enfants restaient 3 ans et après maintenant ils allaient à l'école classique. Donc de 4 écoles au départ, au bout de 2 ans, nous étions à 15 écoles à la Komangari. La même chose aussi, donc à Fada aussi, au Gourma aussi, on a construit des écoles satellites. Et ainsi, donc après ça, au bout de 3 ans, on m'a nommé directeur régional de l'enseignement de base et de l'alphabétisation au Sahel, à Dori. Je suis parti. Là-bas aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, parce qu'il y avait là-bas, c'est-à-dire que c'est comme à l'Est, c'est-à-dire ce sont des régions défavorisées, des régions où le taux de scolarisation était faible, des régions où il fallait lutter pour le maintien, le recrutement, le maintien et le succès des filles à l'école. Donc il fallait monter ce plan d'action. Surtout pour le Yaga. Donc on a travaillé avec le directeur provincial à l'époque, et puis qui s'appelait Mega Yakuba.
Ensuite, au niveau de l'Oudalan, le directeur provincial qu'on appelait Moussa Ouedraogo, et nous avons travaillé. En fait, tout est vraiment qu'il y ait beaucoup de recrutement de filles. Et vraiment, ça marchait. Je suis revenu, on m'a nommé directeur régional, directeur maintenant général de l'ENEP de Fada. Je suis venu. Alors, à l'époque, il y avait un recrutement de masse d'enseignants. On recrutait, il y avait les boursiers qu'on envoyait, que l'État envoyait, et il y avait aussi le recrutement parallèle. 350 et au-delà. Donc on a travaillé comme ça. À la retraite, j'ai été réquisitionné pour rester encore 1 an. À l'ENEP. Réquisitionné pour encore 1 an. Et donc, après l'année, eh ben, je suis parti à la retraite et on a ouvert l'école, les peuples Langande, là où j'étais DG, là où même où Van était mon DAF. Il faut noter ça. Était mon directeur des finances. Donc tout ça, c'était pour la promotion de la jeunesse. Parce que l'État recrutait en masse. Et chaque fois, et le gouvernement n'avait pas... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignants du Gourmou à l'époque. Donc avec les peuples Langande, première promotion, c'était 283. À l'intégration, tout le monde est rentré. Donc il y a eu un engouement parce que des gens qui avaient le BPC, le quoi, qui avaient fait la seconde période depuis des années, il n'y avait pas d'espoir. Hop. Donc en 6 ans, nous avons injecté plus de 600 dans la fonction publique. Voilà. Et après ça, eh ben, j'ai été consulté pour être nommé le représentant régional du médiateur du Faso. C'était un métier passionnant. Voilà, quand même, j'ai été très content parce qu'il fallait lire beaucoup les textes. Il fallait lire beaucoup de textes. C'est quoi le médiateur? C'est quelqu'un qui est intercesseur entre l'État et le citoyen. Voilà. Qui fait la médiation, la conciliation au regard des textes. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Et vraiment, c'était vraiment bien parce qu'on a beaucoup de dossiers. Je prends par exemple les dossiers des enseignants des écoles satellites. Parce que c'était des gens qui étaient payés par l'UNICEF. Et j'étais payé comment, 30 000 francs. Je n'étais pas déclaré à la caisse. Et beaucoup s'approchaient maintenant de la retraite sans rien. Alors, on a introduit le dossier. Et il y a eu un réaboutissement. Il y a eu aussi le problème des infirmiers de l'école à l'NSP, et les Béninois inscrits à l'NSP, bon, pour leur diplôme, parce qu'au Bénin, il fallait notre diplôme, en tout cas, parce qu'il y avait un problème. Donc on a introduit le dossier et il y a eu un réaboutissement. Bon, il y a eu beaucoup de grands dossiers comme ça. En tout cas, il y a eu un dénouement heureux. Voilà ce que je peux dire. Parce que les supérieurs
aussi remarquent ceux qui travaillent. Par exemple, quand tu es à Tambaga, sans téléphone, tu peux dormir, personne ne te voit. Alors quand tu vois que ces enfants-là, hein, ces enseignants, qu'on appelle les IA, qu'on a envoyés, il faut les encourager. Souvent, à l'époque, quand on envoyait un enseignant, il te tapait 9 mois sans salaire. Pendant 9 mois, là, donc ils mangeaient à la cantine, mais il faut les encourager moralement. Donc, tout mon travail, c'est de tourner tous les jours dans les écoles pour les encourager. Tous les jours pour les encourager. On était venus vraiment des copains. Donc, moi, l'exception, c'est quand je suis au bureau. La règle, c'est que je suis dans les écoles, dans les départements à l'époque. Voilà. Bon, comme je vous dis, c'est comme ça. Et puis, j'ai aimé le métier quand j'ai commencé. J'ai aimé le métier. Et quand tu aimes l'homme, tu es obligé de l'aimer. L'enfant de l'homme, c'est-à-dire l'enfant. Et c'est l'amour du prochain. Et puis l'enseignement, l'amour du travail bien fait. Comme on le dit, le maçon, quand il monte un mur qui est tordu, il peut casser et recommencer. Le menuisier, il peut reprendre les planches et puis refaire un autre meuble. Mais quand il échoue, l'éducation, c'est pour toujours. Voilà. Donc, il faut aimer le travail bien fait. Et il faut encourager ces enfants-là qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école, comme ça, parce qu'on a dit de venir à l'école. Et surtout, l'éducation des filles. Quand tu montes un plan d'action, et au bout de 2 ans, tu vois que la promotion de ces filles-là, des gens qui étaient renvoyés, tu vois, mais gagner la moyenne, ils passent, vraiment tu es content. Et les parents aussi, qui disaient, bon, la fille, sa place n'est pas à l'école. Donc tout ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que les gens, que grâce à toi, des gens commencent à avoir confiance à l'école. Ensuite, il y a la gestion aussi. Parce que quand tu fais un plan d'action, il faut demander les moyens au ministère, à l'UNICEF. Après, il faut justifier. Quand tu justifies, les gens viennent, il faut une évaluation, tout que c'est bien. Mais la prochaine fois, on te donne plus. Ouais, donc, il faut une gestion vertueuse. Voilà. Il faut dire que quand j'étais élève, j'ai été marqué par 2 enseignants principalement. D'abord, 3 enseignants. Mon maître de CM, Suleiman Tourieni, qui est vraiment par sa propreté, sa rigueur. Nous, on admirait ça. Il tranchait avec les autres, quoi. Il était bien vêtu, il était correct. Et moi, vraiment, j'ai aimé ça. Ensuite, il y a eu Beri Boli, un ancien. Et lui, quand vous faites la dictée, il va te dire, bon, un tel, à telle ligne là, tu as une telle faute, tu as telle faute. Beri Boli. Et ensuite, surtout à notre CM, il y a eu le ministre. Il était ministre de la Défense. Après, il a été ministre de l'Éducation nationale. De Maurice Yamego. Bamina. Maurice Yamego l'a relevé de ses fonctions de ministre. Il dit que lui, il est instituteur. Lui, il retourne en classe. On dit, mais comment ça? Un ministre qui retourne en classe, que lui cycle. Mais c'est un coup d'année, mais il n'y a pas de poste, quel que soit l'endroit.
En 15 jours, il est venu à Fada et nous a tenus au CM2. Imaginez-vous un ministre qui devient directeur d'école. Aujourd'hui, on trouve des instituteurs qu'on avait nommés préfets, ils ne veulent plus retourner en classe. Un ministre. Et il nous disait, qu'est-ce que nous disait? Que quand on l'a enlevé, la même nuit qu'on l'a enlevé, les gens sont venus l'aider à déménager de l'hôtel du ministre à chez lui. Il n'a plus passé une autre nuit dans le bâtiment administratif. Et c'est quelqu'un qui était correct. Il nous a enseigné, nous avons réussi. Et après nous, après la Mizana qu'il a nommé comme ambassadeur de la Haute-Volta à Moscou. Et à sa mort, à sa pluie, mais ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont enseigné, on était plus nombreux que les gens du village. Ils sont venus, qui avec sa femme, qui a quoi. Non, vraiment, tout ça, ça a contribué à me dire que l'enseignant n'est pas n'importe qui dans la société. Voilà, Bamina, vraiment, il m'a marqué. Il m'a marqué. Madame, vous vous imaginez, un ministre, en 15 jours qu'il est en classe avec la crête, de par sa décision, il aurait pu rester dans... Voilà, donc vraiment, il m'a marqué. C'est les souvenirs forts que vous gardez de vos débuts. Oui, je le vois, c'est très fort. À quoi ressemblait d'abord, il faut dire, les enseignants, d'abord. Parce qu'à l'époque, quand on dit, d'abord, l'école, il faut d'abord les enseignants. Ils étaient formés. Il y avait les cours normaux. Tu allais au cours normal après le certificat. Tu faisais 4 ans, tu avais le BE. Après, tu avais 2 ans de formation. Donc, en allant là-bas, tu sais que tu seras instituteur. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui irait, par exemple, au séminaire pour devenir prêtre. Donc, de la 6e jusqu'en 3e, plus les 2 ans de formation, ben, tu savais qu'on te forme pour que tu sois un enseignant plein, à tout point de vue. Tu n'allais pas à l'enseignant faute de mieux. Aujourd'hui, bon, quelqu'un passe 10 concours, là où le gars il s'en bat. Voilà, c'était un choix. Ça, c'était un. Ensuite, l'enseignant dans le milieu. Dans le milieu de l'enseignant, il était respecté par qui d'abord il se faisait respecter. Voilà. L'enseignant, il avait une bonne conduite dans le village. Ce n'est pas comme aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, c'est de faire des enfants dans le village. Donc, et il faisait partie des dignitaires du village. C'est-à-dire quand une autorité venait, il y avait l'enseignant, il y avait l'imam, il y avait le chef du village. Voilà, c'était vraiment une personne sur laquelle les gens comptaient. Ensuite, les activités périscolaires. Le jardinage, le champ scolaire, rester pendant les vacances pour produire pour l'école. Vraiment, à l'époque, l'affectation, c'est vraiment l'affectation. C'est pas comme aujourd'hui, l'enseignant vient avec son baluchon, hop, après le certificat, hop, il disparaît, on ne sait pas où il est rentré. Non. Voilà. Donc, vraiment, la formation était vraiment une formation pour intégrer le milieu. Voilà. Et dans la région de l'Est, est-ce qu'il y avait une fierté particulière à enseigner dans cette région, parfois oubliée par Oui, je me rappelle bien que quand Ali Lankondé était ministre, comme ça ne marchait pas à l'école, dans le grand département de l'Est, ça ne marchait pas, il a dit à chacun de retourner chez lui pour enseigner. Voilà. Donc, ça a été un déclic. Moi, comme je disais, moi j'étais à Diapangou,
Celui que j'ai remplacé, il était du Diabo, on l'a envoyé à Satenga. Il y a Bernard qui était à Diapangou, on l'a envoyé à Samou, chez lui. Bon, j'ai envoyé chacun chez lui. Il dit, bon, battez-vous. Battez-vous pour que l'école rayonne. Donc, il y avait une concurrence pour les résultats. Et à l'époque, même les meilleurs, quand on faisait l'examen, le concours d'entrée en sixième, on choisissait les meilleurs enseignants pour qu'ils aillent à Ouagadougou corriger les épreuves de l'entrée en sixième. Donc pour toi, c'était un honneur qu'on t'ait choisi. Tu vois, tu corriges 105 francs. Hein? La dire que les indemnités étaient payées au mois de mai de l'année suivante. Mais le fait que tu aies été choisi en Haute-Volta pour aller corriger là, c'était un honneur. Voilà. C'était comme ça avant. Donc l'école à l'Est, il y a des fils de l'Est qui se sont beaucoup investis. Je veux parler par exemple de Michel Kombari que vous connaissez. C'est beaucoup investi. Il y en a beaucoup qui sont revenus à l'Est et qui se sont battus. Donc c'était, et l'enseignant, comme je vous le disais, c'était vraiment, il donnait une bonne image de lui-même. La fierté d'être enseignant, c'est d'abord au niveau de ta propre famille. L'enseignant, la fierté d'abord, ses enfants réussissaient. Ça, c'est un. Ensuite, l'enseignant à l'époque, quand l'inspecteur venait chez toi, ce n'est pas le nombre, c'est pas la dimension de ta télé qui l'intéressait, ce n'est pas les fauteuils, c'est ta bibliothèque. Vous voyez? Et j'ai gardé cela. Vous voyez, vous êtes là, voici mon bureau. Voici ma bibliothèque, j'ai plus de 300 livres. On achète des livres. C'est la culture. Voyez-vous? Et vraiment, l'enseignant était très cultivé. Nos aînés, quand vous voyez par exemple le colon, quand il est venu, il a compris que ce qui allait animer l'éveil des consciences des Noirs allait être des enseignants, de William Ponty. Alors il fallait faire de chaque enseignant un français assimilé. L'examen du CAP, certificat d'aptitude pédagogique, il y avait même l'épreuve pour aller chez toi voir comment ton lit était arrangé. L'épreuve, comment tu manges. En mangeant, c'est quel sujet de conversation tu prenais. Malgré tout ça là, il y a eu les Modibo Keïta, les Diori Amani, les Boubou Hamma, les Wanzen Koulibaly, tous ces gens-là étaient des enseignants. Et c'est eux qui ont été l'éveil pour la conscience noire, pour revendiquer l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cultivés, ils lisaient, et ils avaient une forte conscience pour revendiquer l'indépendance. Et puis à William Ponty, à l'époque, à Dakar, c'était les meilleurs qui devenaient insisteurs. Les moins bons devenaient médecins africains. Ah oui, c'était comme ça. C'est le plus grand défi, c'est de défier soi-même et être meilleur par tes résultats. En fin d'année, quand on dit que tu as eu 30% de réussite, tu étais fier. Il y avait la fête au village. Hein? Vraiment, les parents étaient contents. Je me rappelle quand moi j'étais à Diapangou, j'avais acheté chez moi, j'avais construit, chez moi j'avais acheté des lampes tempête. Une dizaine de lampes tempête. Et le soir, les enfants venaient chez moi pour étudier. Voilà. Le défi, c'est le défi de faire réussir les enfants. C'était ce défi.
qui nous animait. Faire réussir les enfants. Et quelle a été votre plus grande satisfaction? En faisant quoi? En tant qu'éducateur. En tant qu'éducateur, d'abord, au niveau de tous les acteurs de l'éducation. Parce que quand on parle d'éducation, il y a les parents, il y a les élèves, il y a les encadreurs, etc. D'abord, ma plus grande satisfaction, c'est que j'avais la confiance de mes supérieurs. C'était très, très important. Parce que je savais que, c'est-à-dire que ce pourquoi on m'a envoyé, je ferai tout pour atteindre l'objectif. Ensuite, vis-à-vis de l'administration, on avait les préfets à l'époque, les sous-préfets à l'époque, il y avait le respect de la hiérarchie de l'administration. Parce qu'il fallait tout faire pour que l'administration, c'est le pouvoir là, pour le respecter. Au niveau de l'association des parents d'élèves, on développait des initiatives pour que la cantine marche. Parce que les enfants, quand ils mangent à l'école, il y a des meilleurs résultats. Donc il y avait cette fierté. Les partenaires qui nous donnaient les vivres, les comptes rendus étaient fidèles. Donc, chaque année, on vous envoie parce que c'était content. C'était pas traficoté, on retient un, on fait ceci et ça. Non, c'était correct. Vis-à-vis des collaborateurs, des camarades enseignants, vous étiez des frères. Il n'y avait pas une concurrence déloyale. Parce que de toute façon, vous êtes dans un trou ensemble. Autant vous entendre. Oui, autant vous entendre. Et vous allez voir, on envoie un enseignant qui n'a pas de salaire. Le toi, directeur, ben, tu lui donnes à manger. Si ça fait 6 mois, tu le nourris pendant 6 mois. C'était ça. Et ensuite, les élèves. Quand tu as été correct avec les élèves, un élève n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Et il peut te voir, puis se cacher. Même si tu vas voir qu'il est un adulte, il se cache pour que tu ne le reconnaisses pas. Les ingrats, quoi. Mais parce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il se reproche quelque chose. C'est mon maître. Depuis que j'ai été quelqu'un, je ne suis jamais allé vers lui. Ah, donc je suis gêné. Il y en a qui se cachent. Il y en a qui viennent vers toi. Dis à leur femme, voici, il m'a formé, il a fait ceci, il a fait cela, etc., etc. Ça fait plaisir. Que quand tu vois que tu as fait monter des gens. Parce qu'une fois, quand j'étais DG, j'étais à Ouaga, il y a un monsieur qui, avec une grosse voiture, plus s'est arrêté. Et demandé, bon, lui, il veut voir Idani Boniface. Ah oui, mais il n'est pas allé à Ouagadougou. C'était un de mes élèves à Niamey qui était ambassadeur à l'extérieur. Donc, comme il est venu à Ouagadougou, il a tout fait pour passer me voir. Oui, tout ça, ça fait plaisir. Ensuite, l'enseignant, tes enfants là, le fait de te voir dans les livres là, eux aussi ils deviennent des amis du livre. Oui, que l'enfant imite ses parents. Il te voit chaque fois, tu es là, tu écris, tu prépares, tu lis, tu quoi. Lui aussi, il aime lire, il va aimer lire. Et c'est ça aussi la clé du succès. Donc, pour me résumer, la fierté là, c'est quand les gens te font confiance. Tes supérieurs, tes collègues, les enfants, le milieu. C'est ça ta fierté. D'accord, merci. Et nous allons passer à En dehors du mémoire, je vous ai dit que j'ai été politique.
sur la Révolution. J'ai été nommé par Kitty, comme on l'appelle. Par Kitty, aujourd'hui Kitty, à l'époque on appelle ça décret. Responsable national à la formation politique et idéologique. Quand il y avait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les concours, il y avait des tests idéologiques. Quand les concours là, il y avait un sujet d'idéologie. C'était nous qui corrigions. Quand tu corriges les indemnités, tu prends les indemnités là, tu retournes au service, tu reverses là au secrétaire national de CDR. Tu reverses ça. Parce qu'on croyait à la révolution. Et ensuite, Sankara avait eu un accord avec le Cuba pour amener 600 jeunes à Cuba. Donc, il fallait choisir. Il y avait Madame Napon et Zonké, Maurice Tapsoba et moi. On avait choisi. C'est-à-dire la confiance. Donc, nous sommes allés pour prendre l'argent. Pour que, quand les enfants sont venus, on les avait logés au lycée Zanda. On nous a donné 11 millions, à l'époque non dévalué, 11 millions dans les sacs. Sans décharge. Sans décharge. On est parti, bon, il fallait acclimater les enfants, leur apprendre comment on utilise les toilettes, quoi, bon, acheter des habits, les chants, l'histoire, la géographie du Burkina. Enfin, leur présenter le Burkina d'une autre manière, la révolution et tout ça là. Et quand ils sont partis, on a pris l'argent, nous sommes allés encore à la présidence à le remettre. C'est la confiance. Sans décharge. Oui. Donc on croyait à la révolution, sincèrement. Et le 15 octobre, nous qui étions chaud là, on nous a chassés. J'ai été du CNR, je n'ai pas été Front Populaire. Hein. Je net. Jusqu'à ce qu'on ait créé les partis, quand on est parti, il y avait la CPS, la Convention panafricaine sankariste. Je suis rentré là-bas. Et voilà, comme parti quoi. Voilà, donc en fait, j'ai une obédience sankariste. Voilà. Et avant cela, je ne vous ai pas dit, on a été avec les frères, les amis qui étaient étudiants, ils nous amenaient, par les vacances, ils nous formaient la révolution, on nous donnait des classiques révolutionnaires, les Karl Marx, les Lénine, on lisait beaucoup, donc j'ai été formé. Et j'avais des amis, les Basile Guissou, qui nous donnaient des fascicules, qui est de l'ULC, etc. Donc on a été formés dans le marxisme-léninisme pour l'émancipation des masses. Donc en dehors de la carrière, j'étais un activiste politique, mais révolutionnaire. Voilà. Et quelles leçons tirez-vous de vos années dans les sphères administratives? Bon, comme je l'aime ça, administrative, les années, bon, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que j'ai fait de mon mieux. Les gens me sont reconnaissants aujourd'hui. Les gens parlent, par exemple, quand j'ai été DG, il y avait, pour recruter les non-boursiers, d'autant plus qu'il n'y avait pas une sphère circonscrite. Les gens venaient de Tinkotogo, de Zorgou, de Lumbila, tous venaient pour faire le test. On fait le test. Je regarde, je vois les enfants de l'Est là. On dépense 350. Les enfants de l'Est ne valent pas 30. Le reste vient d'ailleurs. Je dis ok.
On prend. C'est un test. On prend. Mais les enfants de l'Est qui avaient quand même la moyenne là, je les prenais aussi, je faisais un rapport pour dire, bon voilà. Parce que moi, je pense qu'on m'a nommé pour faire la promotion de la jeunesse de l'Est. Et quand on les forme, ce n'est pas qu'ils deviennent automatiquement enseignants intégrés. Après, ils vont faire le test d'intégration. Parce que moi, je me sens gêné d'être DG à l'ENEP de l'ENEP de Fada, originaire de l'Est. Et quand il y a un test, c'est les gens qui viennent d'ailleurs rappeler, des étudiants, des gens qui ont le bac, la première année, quoi. Ici, on avait des gens qui avaient le BPC. Donc, chaque fois, je prenais une quantité. Et je rendais compte. Mes supérieurs avaient dit, j'ai dit, DG, tu ne connais pas l'homme. Ce que tu fais là, ils vont te rendre ça par l'ingratitude. Donc, quelqu'un vient, par exemple, toi, tu viens, tu demandes un poste, deux postes. Je te donne, tu sors. Il faut donner quelque chose, on va venir dire, on va aller dire merci au DG. Moi, je ne suis pas au courant. On dit voilà, le DG, il donne des places contre de l'argent. On a envoyé l'inspection technique. Chacun a demandé non. Les parents ont dit non. Demandé la place. Et c'est un tel qui a dit que de donner quelque chose, il va donner au DG. Mais est-ce que quand tu viens demander la place pour ton neveu, pour ta nièce, pour le quoi, est-ce que je te dirais quelque chose? Déjà, ils prenaient ça pour eux-mêmes. Voilà. Et les gens disaient, ah, voilà, on va l'enlever, parce qu'il a fait ceci et cela. Après l'enquête, ils ont trouvé qu'il n'en était rien. Et comme, là, quand même, il faut souligner cela, tu sais que Blaise, il a fait le 5 jours, sur le collège ici. Blaise Compaoré, quoi. Le 5 jours de Fada. Oui. Il a fait ici. Donc, il aimait beaucoup Fada. Il aimait beaucoup l'Est. La promotion des jeunes de l'Est, il vraiment était content. Donc, quand il a vu ça, les gens disaient, bon, Djibril connaît le gourmanché. Le gourmanché est comme ça. Le gourmanché, tu ne peux pas l'aider. Il a ri simplement. Ceux qui disaient, non, oh, Idani, on va l'enlever là. La retraite vient, on dit, oh, tu restes encore. Et il ne comprenait plus rien. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a Dieu. Fais ce que tu dois faire et laisse Dieu et les personnes honnêtes agir. Voilà. Okay. Merci. Et en tant que haut responsable originaire de l'Est, comment avez-vous porté les priorités de la région de l'Est? Bon, la première priorité d'abord, c'est la cohésion entre les fils. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de développement, on parle de ceci, cela, il y a d'abord l'homme, les hommes. Il faut que les hommes désarment leur cœur. C'est ça qui est difficile le gourmandier. Personne n'est parfait. Et il y a toujours des petites mesquineries, des problèmes de bonnet, vraiment des choses inutiles. On ne peut jamais, parce que le leader là, on fabrique un leader, il émerge, on le soutient. Et maintenant les autres voient que c'est le leader. On lui fait confiance et vous faites un mouvement d'ensemble. Ici, non. À l'Est. C'est peut-être le recommencement. Donc je pense que vous, la génération, vous allez tirer les leçons de vos tontons pour que vraiment, pour qu'enfin les gens laissent les mesquineries pour aller à l'essentiel. Que les gens puissent désarmer leur cœur.
que les gens sachent qu'ils vivent en république, ils ne vivent pas dans un royaume. Vous êtes Mano, vous n'êtes pas moins qu'un Lankwandé. Voilà, vous êtes égaux. Alors, le caméraman, il est Kiombiano. On va dire le Kiombiano, on va dire tu es le Kiombiano de quelle famille? À partir de sa famille, je vais le localiser. Bon, à quoi ça sert? Pendant que les autres avancent. Donc, c'est surtout ça. Le premier défi d'abord, c'est que les gens désarment leur cœur, que les gens laissent les mesquineries d'avant là, pour bâtir ensemble. Comme on l'a dit quelqu'un, que quand vous mettez de Goumaché dans un puits, il ne faut même pas fermer. Et que les autres là, ils vont monter, puis sortir un à un. Mais le Goumaché, tu vas monter, on va te tirer. Donc il faut qu'on laisse ça. C'est très très important. Et puis aussi, ce que je vois aujourd'hui, partout, c'est les gens sont en train de brader le foncier. Dans les communes, les gens sont en train de vendre des terres, les champs. Même après la crise sécuritaire, il y a une seconde crise. Quand tu es là, tu es jeune, tu as 30 ans, 35 ans, au lieu de te battre, tu es là, il faut vendre le champ de tes grands-parents pour t'acheter une Cirrus et pour te construire 2 chambres salon et puis faire le malin au village. Chaque matin, faire le malin. Il y a cela, ça, c'est pas bien. Ensuite, il y a aussi, on veut tout et tout de suite. Je prends le cas de Goulmo Info. Vous êtes une petite agence. Ce n'est pas facile. Les publicités, il n'y en a pas 1000. Mais vous vous battez en disant, mais demain, ça va aller. Il faut soutenir les responsables parce que vous faites confiance à demain. Non. Vous voulez tout et tout de suite, et c'est la dépendance. Alors que ceux qui ont bâti les empires, ça commence toujours comme ça. Le début n'est pas facile. Oui. Donc, c'est ça à l'Est. Ensuite, l'autre problème de l'Est, c'est que pendant longtemps, beaucoup de cadres restent loin de la région. Parce que, moi je ne me mêle pas de politique, les gens vont m'insulter, les enfants, les gens sont mal éduqués, ceci et cela. Voilà. Tous les grands cadres la créent. Parce que, à une rencontre, tu vas voir un enfant. Quoi, s'il avait insulté un grand, tu ne lui as jamais serré la main. Vous n'êtes jamais restés 5 minutes ensemble. Parce que tu as entendu qu'on a dit ceci de lui, tu te lèves dans ton chicha là, tu l'insultes. Ce n'est pas bon. Dans une société où on ne sait pas qui peut faire quoi, qui est plus que qui, cette société ne va jamais progresser. Bon, ce qui m'a... Donc on prend du Grand Est d'avant. Oui. Moi, ce qui m'a marqué à l'Est, c'est à l'époque récente, quand je vis au niveau du CDP à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les commissaires. Les commissaires politiques du CDP. Donc à l'époque, le commissaire politique, c'était quoi, Paramanga, non, qui était un commissaire politique, qui était le parti au pouvoir, qui était positionné, bien positionné. Ailleurs, ils allaient faire une union sacrée pour que nous aussi on puisse avoir quelque chose. Parce que quand c'est dans le de Ouagassab, un tel là, il est beaucoup appuyé par sa région là, eh bien, il aura quelque chose. Mais la destruction. Donc, c'est ça, ça m'a beaucoup marqué, parce que ceux qui n'en valent pas la peine,
on a fait un problème, ça devient un problème de région. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, il y a ce qui m'a marqué positivement aussi, c'est quand même une certaine jeunesse, parce qu'à l'Est, quand même, je vois quand même les associations sont bouillantes. Les gens essaient, et les jeunes prônent le changement. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas là encore à juger quelqu'un par rapport à son nom de famille, par rapport à ses origines. Peut-être ça présage d'un avenir quand même meilleur. Sinon, à l'Est, on a tout. Des richesses phoniques, touristiques, tout. On a tout. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Ça. Et ensuite, il y a aussi que les gens ne s'associent pas, même au niveau du commerce. Pour que les gens puissent s'associer. Regarde les entrepreneurs. Chacun se dit entrepreneur avec 2 brouettes, 3 brouettes. Ou de s'associer pour faire une grosse entreprise. Voilà quelle façon mes boys est venu, tous vont tomber. On ne sait pas s'associer. Et regardez les jeunes ailleurs. Les jeunes commerçants, ils s'associent. L'argent, moi je donne 1 million, toi tu donnes 2 millions, etc. Ils envoient quelqu'un à Dubaï qui revient avec un conteneur. Chacun sait sa commande. Il peut être 20 jeunes, ils s'associent, chacun sait que c'est la commande, ils envoient quelqu'un qui va, la commande revient, et chacun prend sa part. Ici, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et voilà, tout est mort. Les gens maintenant viennent s'installer. D'ailleurs, ils viennent s'installer. Le commerce est récupéré. Les quincailleries, la vente des matériaux de construction, on les s'associer. Vous voyez maintenant, quand une remorque vient, ça passe de boutique en boutique pour déposer 1 tonne, 2 tonnes. Et voilà. Donc il faut vraiment que les gens puissent s'associer pour faire quelque chose de grand. Les gens doivent voir grand. Ils ne doivent pas dire, on ne va pas les dîner. Non. Les jeunes doivent s'unir. Voilà. Pour avancer. Voilà. Et vous qui avez vu évoluer pendant longtemps la région de l'Est, quelles sont selon vous les grandes mutations sociales et économiques de la région? Bon, quand même, je suis là, j'ai 77 ans, je ne peux pas dire que je n'ai pas vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et bon, et oui, les brassages. Il y en a qui viennent de Potenga et ils inculquent l'idée de se battre pour chercher. Quand tu vas à la Nyanya, ils sont plus proches de Potenga, ils sont beaucoup plus commerçants. Ensuite, et avant la crise, je sentais que l'élevage était vraiment bien et que chaque famille en avait et que vraiment on pouvait s'appuyer sur ce cheptel-là pour se mettre à l'abri des besoins primaires, quoi, en élevage. Il y a eu cette mutation-là. Il y a eu quand même les grands producteurs. Tu vois des gens, bon maintenant ils vont à Tchabouani, ils vont pour arracher des terres pour produire. Produire le coton, produire l'arachide, produire le sésame, parce qu'ils ont fait confiance à la terre. Et en tout cas, on sentait que le niveau du paysan évoluait favorablement avec la production agricole, la production animale, etc. Parce que les gens avaient pris conscience. Mais la crise est venue. Les zones de production ont été désertées. Ceux qui produisaient sont devenus des PDI.
Les animaux sont bradés. Donc, même après la crise, il faudra maintenant une dizaine d'années pour atteindre le niveau qu'on avait avant la crise. Et avec ça, malheureusement, les familles se sont disloquées. Les familles, quand tu vois les enfants des déplacés, chacun se débrouille, c'est pas, bon, ça pue de famille. Alors, on ne sait pas où on va. Avec cette éducation, d'ici 10 ans, 15 ans, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils seront demain? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. D'accord. Est-ce que la mémoire collective est-elle suffisamment valorisée selon vous? Et la mémoire collective n'est pas valorisée. Pourquoi je le dis? Parce que nous commettons les erreurs d'hier. Qu'est-ce qui caractérisait le Gourmanché il y a 100 ans? C'est les bagages inutiles de bonnet, de chefferie. Ça revient, on n'a pas tiré le leçon. Ça revient. Je prends le cas du nouveau Goulmou. Diabo, problème de cohésion. Diapango, problème de cohésion. Fada, on ne parle pas. Matiakwali, le seul village, la seule commune où ça va, c'est Tibga. Et Tibga aussi prend son bonnet à Bilanga. Et là-bas, quand même, il y a quelque chose. Mais j'ai vu, il y a quelques mois, j'ai vu que le chef de Bogadé, il a réuni les princes pour dire aujourd'hui, maintenant là, faisons table rase et allons sur de bonnes bases. Tout le monde est prince, c'est vrai. Allons sur de bonnes bases. Il ne faut pas continuer dans les combats de clocher. Et c'est très important. Il faut ça. Pour tirer les leçons, pour aller de l'avant. C'est ça qui est l'important, c'est le vivre ensemble. Tant qu'on ne vit pas ensemble, tant qu'on n'a pas confiance l'un par rapport à l'autre, eh bien, il n'y aura pas un travail de développement. Malheureusement, effectivement, le Goulmou était caractérisé par le fait de garder les traditions. C'était ça. On a dit que le Gourmanché il n'aime pas changer parce qu'il était enraciné dans sa tradition. Ce que les gens disent. Mais quand il vient en réalité, ce n'est pas ça. La première tradition de l'Africain, c'est quoi? C'est la famille, c'est le respect de la hiérarchie, le respect de l'aîné, la production collective. C'était les griots qui chantaient les louanges, qui remémoraient ce qui s'est passé avant. Les griots qui étaient mémoristes, c'est devenu maintenant des griots de cabaret. Il n'y a plus rien. Donc, la jeunesse tournée vers l'Occident. Aujourd'hui, nous consommons les musiques venues d'ailleurs. La jeunesse, l'accoutrement venu d'ailleurs. Et vraiment, il faut un sursaut. Et j'ai suivi un peu la rencontre des ressorties vives de la Sirba, qui a été organisée par Sogli. Ils sont revenus tout bas. En tout cas, ils ont fait un mémorandum où tout est pris en compte. Je crois bien qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Il faut revenir sur les fondamentaux. Parce que quand tu ne te connais pas, quand tu abandonnes ta culture, tu es malléable. Tu ne sais pas où tu vas. Et c'est très important. Donc, les rites. Parce que les gens confondent.
ceux-mêmes qui ont embrassé les religions révélées. Mais respecte les autres, respecte les traditionnalistes. Tu es venu, tu as demandé la place, on t'a donné, tu as mis ta religion, on t'a respecté. Maintenant, tu dis que leur croyance est zéro. Pourtant, ils ne t'attaquent pas. C'est toi qui attaques. Hein? Alors, quand quelqu'un se lève pour dire que tel, ce que vous appelez fétiche, ce n'est qu'un caillou, il n'y a rien dedans, quoi, tout ça là. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Laissez chacun sa croyance. Propager ta religion, ce n'est pas insulter les croyances des autres. Donc c'est ça il y a une certaine intolérance religieuse qui s'installe ici, dans la région de l'Est. Ce qui fait que les gens ont honte de dire qu'ils sont traditionnalistes. Ils ont honte. Donc, ailleurs, qu'est-ce qu'on disait? Oh, le Gouroumaché, c'est la géomancie. Alors qu'en fait, les gens ont abandonné ça. Ce qui nous assaille aujourd'hui, quand même, on a des leviers culturels pour combattre cela. Il n'y en a plus. Tout a été abandonné. Regardez, quand vous lisez, quand vous écoutez au sud-ouest, ce sont leurs valeurs ancestrales qui les gardent. Ici, tout est parti. Alors, on ne sait pas. En tout cas, il faut un sursaut. Il faut un sursaut. D'accord. Et que pensez-vous de l'engagement des jeunes d'aujourd'hui dans l'éducation, la citoyenneté et la culture? Bon. Il faut dire qu'il y a quand même, on a beaucoup d'associations, on a beaucoup de jeunes, on a maintenant les médias, et chacun en parle. Alors, la question que je me pose, c'est superficiel ou bien ce sont les cœurs qui parlent? Tout le monde en parle et ça ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Il y a un problème. Alors, moi je pense que chacun n'a qu'à prôner, n'a qu'à vivre ce qu'il dit et les choses vont changer. Si effectivement, il y a des associations qui se battent pour cela, mais il faut se battre avec la foi. Tant que tu n'as pas foi en ce que tu fais, tant que c'est du folklore, la culture n'est pas du folklore. La culture, c'est l'âme d'un peuple. Et c'est important. Donc retournons à nos fondamentaux et ça ira. Est-ce que vous avez... Et il faut dire que quand même, pendant beaucoup d'années, il y avait eu le laisser-aller. Avec ce nouveau régime, on sent que le pays est gouverné et que la rigueur commence à venir. Le fonctionnaire, ça doit voir quoi? C'est d'abord être honnête. Tu as un salaire, mérite ce salaire en donnant le meilleur de toi-même à ton employeur qui est l'État. Ça, c'est important. Ça, c'est une question d'honnêteté d'abord. Il faut le faire. Ensuite, la jeunesse. C'est vrai, on peut rêver. Mais on peut rêver dans le réalisme. Beaucoup de jeunes rêvent gros. Un tel a eu telle chose, un tel a eu telle chose. Souvent, quand je cause avec les jeunes, un jeune qui est un salarié, qui dit mon salaire ne vaut rien. Mais comment veux-tu dire que ta sueur mensuelle là ne vaut rien? Qu'est-ce qu'il vaut alors? C'est le voile qui vaut. Demande à Dieu, aux ancêtres, de bénir le peu que tu gagnes. Quand c'est béni là, tu vas voir qu'il y aura
que ça va évoluer. Mais tu dis que ça ne vaut rien. Bah, ça ne vaudra jamais rien. Ensuite, il faut aussi que les jeunes n'admirent pas les nouveaux riches. Sortis de rien, il a ceci, il a cela, il a construit, il a acheté une voiture dernier cri, il a ceci. Si on te disait ce qu'il a fait pour avoir ça, voilà. Parce qu'on a l'impression maintenant que ce sont les magouilleurs, les voleurs qui sont bien vus. Alors qu'ils devaient être cachés même, parce qu'ils n'ont pas d'honneur. Donc il faut que la jeunesse ne magnifie pas les parvenus, mais l'effort. Parce que c'est l'effort, c'est ça qui dure, c'est ça qui se construit, c'est ça qui est pérenne. Et puis il est parti tourner vers l'extérieur. Les gens, c'est quoi le matin quand tu te lèves, tu vois, les gens après sortent au kiosque, sont en train de parler de Maradona, sont en train de parler de je ne sais qui, de tel chanteur, etc. Mais toi-même, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour ton père, pour ta mère? Au kiosque, tout le monde parle de n'importe quoi. Pour se faire voir, il faut parler de ce que tu ne connais pas, de ce que tu as appris, tu as entendu. Bon. Ensuite, regardez même les jeunes. Une jeune fille qui se marie, ou bien elle est fiancée. On dit, elle est fiancée à qui? Elle est fiancée à un tel. Il fait quoi? On dit, c'est un enseignant, il y a qu'à mourir. Tu n'as pas cherché. À notre temps là, quand une femme se marie, on dit, elle se marie dans quelle famille? On dit, c'est telle famille. Ah, d'accord. Le vieux dit, c'est telle famille, c'est bien. Le vieux ne sait même pas avec qui, avec quel monsieur, avec quel jeune de la famille. Le fait qu'elle soit telle famille là, il sait bien que là où tu es rentré là, c'est bon. Ici, on dit, il est marié à qui? Ensuite, on demande, il fait quoi? Comme si tu étais marié à un numéro matricule, tu étais marié à un salaire ou à un revenu. Bon, voyez-vous, ce n'est pas facile. Et donc, vraiment, il faut que... Je ne sais pas. On en parle que ça va changer. Je ne sais pas. Il faut vraiment forcer la culture de l'effort. Culture de l'effort. Le m'as-tu vu inutile. Il faut éviter cela. Les endettements, outre mesure. Quand un salarié, même s'il a 300 000 à la fin du mois, il n'a même pas 100 000. Tout est dans les dettes, les crédits, les bons. Il est là. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. À notre temps là, pour avoir un prêt, il fallait passer dans toutes les institutions pour qu'on signe que tu ne dois pas. Il ne doit pas ici, il ne doit pas ici, il ne doit pas. Donc maintenant, tu peux prendre un prêt. Au temps de Sankara, il y a ce qu'on appelle la quotité cessible. C'est-à-dire, pas plus du tiers de ton salaire qu'on coupait. Parce que quelqu'un à qui on retient plus du tiers, il devient un clochard. Il devient un menteur, il devient un escroc. Il ne peut plus travailler. Oui. Aujourd'hui, là, les banques, prêt scolaire, prêt normal, prêt fête, prêt, beaucoup de tous les prêts. Et découvert, tout ça. C'est que celui-là, qu'il soit enseignant ou infirmier, il ne peut pas travailler. D'autant plus que tu es là, bon, madame a dit que le riz est fini, il y a quoi, il y a tel problème. Mais tu n'es pas stable. Quand le vieux est malade au village, tu dis, moi j'ai des problèmes. Comment tu vas dire à quelqu'un, toi tu as un salaire, tu dis à un paysan que tu as des problèmes. Tu dis à ton géniteur que tu as des problèmes, alors que justement, la dette sociale là, c'est jusqu'à la tombe. Comment un salarié va dire à un paysan qu'il a des problèmes? Comment vous dire que le paysan te comprenne? Le paysan, même quand j'étais formé à l'ENEP, j'ai dit, bon, vous enseignants là, chaque matin quand tu te lèves là, tu mets 200 francs dans une boîte. Je dis, ça c'est pour ma mère. Tu lèves seulement, c'est-à-dire le prix de ton café quoi.
Quand tu prends ton café là, tu mets aussi 200 francs, tu dis que c'est pour ma mère. En temps d'où ça fait combien? 6 000. Une vieille à qui on donne 6 000 francs régulièrement là. Mais elle est intégrée, elle peut aller au petit baptême, elle peut jeter sa cola, beaucoup de choses. Voilà. Non, tu vas t'asseoir manger poisson braisé 6 000. Mais la maman n'a rien. Et voilà. Moi, je suis en train d'écrire un livre, à mon 3e d'ailleurs. Le titre, je vais vous le dire. À quand le Karansamba d'antan? C'est le titre de mon livre. À quand? Le maître d'avant là. Quand est-ce que ça va revenir? Je suis là-dessus. Le titre c'est à quand le Karansamba d'antan? Il faut maintenant dire le Karansamba d'antan, il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Aujourd'hui là, les gens sont comment? Quand est-ce que ça va revenir? Et pourquoi? Voilà. Donc c'est dans mon domaine. Et puis j'ai aussi écrit, ça y est, sous presse, les poèmes pédagogiques, c'est-à-dire la critique de nos classes au quotidien. Ça y est, en saisie, un livre. Et puis aussi un autre livre qui est, ça tire. J'ai pris tout problème, tous les problèmes sociaux avec les références dans le Coran. Pour que les gens, parce que les gens spéculent, ils ne disent pas ce qui est dans le Coran, ils disent ce qu'ils veulent. Hein? Le mariage, que dit le Coran par rapport au mariage? La femme, quels sont les sourates qui parlent de la femme dans le Coran? Je n'ai pas dit qu'est-ce que... Je dis, je donne des références. À toi maintenant d'aller prendre les références pour lire, pour savoir ce que les choses disent. Voilà. Parce qu'une fois, je causais avec quelqu'un au village. Il a dit ceci. J'ai dit, mais dis-moi en arabe, cette année, la saison n'a pas été bonne. Pourquoi ça? Il dit, dis-moi ça en arabe. Donc tu ne parles pas arabe. Donc ne me dis pas que le Coran a dit. Il faut dire, on m'a dit que le Coran a dit. Voilà. Donc, c'est pour... Donc, avec... dans le cas de l'insécurité, là, beaucoup de gens sont manipulés, et donc on manipule les jeunes. Donc j'ai fait cela. Vraiment, c'est très bien. À mon point de vue, j'ai donné ça à des imams illettrés qui ont regardé, ils ont trouvé que c'est très bien. J'ai remis ceci à la saisie. Donc, pour que chaque musulman, que tu puisses consulter le Coran toi-même pour comprendre ce que le Coran dit par rapport à tel phénomène social. Voilà. Plutôt que quelqu'un va te dire ce qu'il a entendu et ce qu'il a transformé et ce qu'il a compris. Voilà. On lui a dit comme ça. Il a compris comme ça. Il te donne comme ça. Toi, tu comprends comme ça. Donc, moi, le plus fort, il y a eu 2 moments essentiels. C'est quand Sankara m'a nommé pour la formation politique et idéologique du mouvement pionnier. Alors mon rêve, c'était on allait former le nouvel homme avec les idéaux de la révolution. Vraiment, c'était le moment fort, on travaillait beaucoup. Ma carrière, vraiment les 4 ans, étaient 4 ans très enrichissants. Ensuite, le moment fort de ma carrière, c'est quand j'étais inspecteur à Tambaga. À l'époque, on recrutait, l'État recrutait des instituteurs adjoints, IA, niveau BPC, et envoyait. Et on t'envoie, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pendant 6 mois, 9 mois, tu n'as pas de salaire. Ces jeunes-là, il fallait les soutenir, il fallait les organiser, pour que d'abord ils soient
ils travaillent dans les classes, pour qu'ils ne soient pas des clochards, pour qu'ils aiment l'enseignement, pour qu'ils puissent tenir. Donc, ce n'était pas des numéros matricules, c'était des personnes, c'était mes enfants. Et vraiment, ça a été un moment où j'ai expérimenté beaucoup de choses. Voici les 2 moments de ma carrière. La liberté que j'ai gagnée, c'est que j'étais là, un jour, je suis parti à l'hôpital, ici à Fada. Et il y a un monsieur, un docteur qui m'a reconnu. Il s'est approché de moi. Il dit, mais vous, c'est monsieur? J'ai dit oui. J'ai dit oui, il dit oui. Ah, vous m'avez choisi, orphelin de père et de mère, vous m'avez choisi pour aller à Cuba, sous la Révolution. Je suis parti à Cuba, je suis revenu médecin. Donc je vous dois tout. Quand il a dit ça dans la salle, j'aurais été quoi? Perdu mon père, ma mère. Sankara nous avait dit de chercher les orphelins pour les envoyer. Il n'y a pas de magouille. Hein? Si c'est aujourd'hui là, tu vas magouiller, chercher le parent de ta petite copine, ta nièce, ton neveu. Non, non, c'était comme ça. Et vraiment, ça m'a touché. Et à travers moi, j'ai pensé à Sankara, qui était un visionnaire. Et j'ai pensé qu'on a fait œuvre utile. Parce qu'on croyait. Donc, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Ensuite, je vous disais, quand j'étais nommé directeur provincial, nous avons travaillé pour installer des écoles satellites. C'était des écoles à 3 classes qui étaient à quelques 5 km des écoles mères, dans les hameaux de culture. L'enfant faisait 3 ans à son CE1, donc CE2, maintenant il pouvait marcher pour aller à l'école mère. Et que ce soit au Gourma ici, que ce soit à la Compiègne, que ce soit à la Comagne. Quand je vois des jeunes qui disent, ah, c'est le DPBA qui était venu construire une école chez nous, puis on est rentré à l'école là. Et aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça, ces écoles satellites là, ils n'auraient jamais connu le plaisir d'aller à l'école et de devenir ce qu'ils sont. Ça aussi. C'est-à-dire que les choses que tu fais humblement, ça pousse, ça donne des fruits. Alors, c'est vraiment, ça touche. Voilà. Vous savez, quand vous parlez d'école satellite, pour vous, c'est un rêve. Vous ne savez pas ce que c'est. Dans un hameau de culture, l'école est à 8 km. On dit, bon, non, on n'envoie pas nos enfants, c'est trop loin. Nous, on négocie avec l'UNICEF. On gagne le ciment, les tôles, les chevrons, tout, les bancs. Et on dit, bon, les paysans, construisez. Et aussi se débrouillent, ils prennent des maçons, on monte quelque chose de 3 salles de classe. Les enfants rentrent. On va recruter des jeunes qui ont le BPC. Ils sont payés à 30 000. Et ils enseignent. Chaque fois, on va les voir. Ces enfants, après le CE1, ils passent à l'école mère maintenant. Et ils évoluent. Ils deviennent un jour quelqu'un. Et vraiment, ça fait plaisir. Merci pour ça. Que souhaiteriez-vous que l'on retienne de vous de 30 à 50 ans? Bon, moi je suis un croyant. Qu'a-t-il fait pour son prochain? Pour répondre à cette question, il n'y a pas autre chose. Tu as été ceci, tu as été cela, ça c'est l'orgueil. Tu as été quoi pour ton prochain? Si on peut répondre vraiment, il a été ceci pour son prochain. Voilà. Par exemple, je parle de mes décorations. Et comment vous appelez cela? Le ambassadeur pour la paix universelle. J'étais là.
Quand on m'a appelé, c'est vous, M. Idani, vous avez été retenu pour une distinction. J'ai dit quoi ça? Et que vous n'êtes pas trompé, non, non. Ambassadeur de la paix universelle, venant d'ailleurs, venant de l'Amérique. Déjà, ils avaient retenu avec les choses de Norbert Zongo, là. C'était pas facile en 98, etc., tout ça. Et en tant que DP, comment j'ai agi pour que, comment ça ne s'enflamme pas, quoi. Au niveau des écoles, parce qu'à l'époque, là, les élèves marchaient, on brûlait tout, etc., etc. Ce que je faisais, ça a été remarqué. Et bien, on me décerne c'est la décoration ambassadeur pour la paix universelle. Voilà. Donc c'est pour dire, fais ce que tu as à faire et laisse maintenant, et laisse l'avenir te juger. C'est très très important. Bon, j'ai eu plein de décorations. Bon, ça fait plaisir. Si vous lisez ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit comme mon apostolat, ce que j'ai laissé pour mes enfants, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. L'autre jour, je m'asseyais avec ma femme. Et en tout, nous sommes 41. Donc, je suis assis sur le ciel avec la fille que vous voyez là. Mais les autres sont à l'extérieur, quoi. Bon. J'ai 2 arrière-petits-enfants qui ont eu le BPC cette année. C'est-à-dire les petits-fils de mes enfants. Voilà. Mon aîné a 56 ans. Voilà. Mon dernier mot, c'est comme l'a dit Maître Passéré, quand la termitière vit, elle ajoute la terre à la terre. Nous avons fait ce qu'on pouvait. Ceux qui viennent après nous ont fait ce qu'ils peuvent. Vous aussi, faites ce que vous pouvez. Et comme ça, on bâtit la nation. Et surtout, dans la solidarité. Quand vous allez en Europe et qu'on parle de l'Afrique c'est un continent de solidarité. C'est un continent de tradition. C'est un continent de vivre ensemble. Mais quand tu reviens, tu trouves que tout ça, ça fichit le camp. Non, c'est pas bon. Donc, c'est pour dire, vous aussi, génération-là, il ne faut jamais dire que le pays a commencé par vous. Il y a eu des gens avant vous. Inspirez-vous de ce qu'ils ont fait de bien et continuez. On ne parle de quelqu'un de bien que s'il a été quelque chose pour autrui. Si tu n'as rien été pour autrui, tu as vécu pour toi-même, tu meurs. Parce qu'il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort biologique. Tout le monde va mourir. Mais il y a la seconde mort qui est dangereuse. L'oubli. Qu'on t'oublie. Fais tout pour ne pas mourir de la seconde mort. Qui que tu sois. Et qu'on se rappelle de toi sur le plan positif. C'est ça l'important. Ok. Des bancs de l'école, au couloir, feutré de l'administration, Boniface Idani aura traversé des décennies comme un témoin privilégié et un artisan silencieux du développement de la région de l'Est. Sa voix, aujourd'hui, porte la sagesse de ceux qui ont vécu et surtout transmis. Dans un pays en quête de repères et dans une région où les défis sont encore nombreux, il nous appelle à la mémoire. Il nous rappelle que la mémoire est une richesse, que le savoir est une arme
et que le service public, lorsqu'il est habité avec rigueur et humanisme, peut être transformé des vies. Merci, monsieur Idani Boniface, pour ce partage empreint de vérité et de dignité. Puissent vos mots inspirer les jeunes générations du Goulmou et bien au-delà. À tous nos auditeurs et téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Rendez-vous pour un prochain grand portrait, ici même, sur notre antenne. Et d'ici là, n'oubliez jamais d'écouter ceux qui ont bâti. C'est déjà préparé ce que nous devons construire.